Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue à cette rétrospective des films de Laurent Cantet qui a commencé mercredi et qui va durer une quinzaine de jours. Et merci d'accueillir à nouveau Jalil Lespert et Gilles Marchand. Ils sont évidemment là tous les deux pour le film qui nous occupe en particulier aujourd'hui, c'est-à-dire Ressources humaines, un film pensé sans doute au cours, mais Gilles précisera tout cela après le film, pensé au cours de l'année 1998, écrit selon un processus très propre à Laurent Cantet au cours de l'année 1999 et qui va sortir en janvier 2000, qui met en quelque sorte Laurent Cantet sur la carte pour la grande partie du public, sur la carte du cinéma, qui le fait découvrir. C'est pas son premier film, mais c'est le film d'une certaine manière qui le révèle. On en parlait juste avant, la réception critique et la réception publique à l'époque de ce film avait été tout à fait étonnante, tout à fait justifiée aussi à la mesure de l'ambition du film. Voilà, vous allez le découvrir, mais juste avant de leur donner la parole pour quelques mots, et on se retrouve bien sûr après la projection pour une discussion, qui va voir Ressources humaines pour la première fois ? Voilà, c'est pour leur donner une indication de qui voit ou qui revoit. Peut-être donc Jalil Lespert et Gilles Marchand, l'un était à ce moment-là, entre autres, scénariste du film, mais qui a assisté aussi à l'ensemble... Co-scénariste avec Laurent. Co-scénariste avec Laurent, et qui a assisté à l'ensemble du tournage, et bien sûr Jalil Lespert, qui est le personnage principal du film. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelques mots d'introduction ? Bon, toi tu veux dire... Moi je fais partie de ceux, qui ne sont pas nombreux mais qui va le revoir. Je crois que Gilles Cécile, on l'a pas revu depuis 20 ans, donc c'est avec une grande émotion déjà que je vais voir le film. Et puis je suis ravi d'échanger avec tous ceux qui vont le découvrir après, parce que c'est un très beau film. Oui, on va pas dire grand chose avant. C'est mieux de parler après. Surtout que vous allez, voilà, pour celles et ceux qui vont découvrir le film, vous allez voir que ce film a je crois, une vraie tension que peut-être vous éprouverez et dont on pourra parler. Il y a beaucoup de choses à dire après le film sur ce qu'on appellerait la méthode Laurent Cantet. Gilles, évidemment, est le mieux placé pour en parler. Jalil Lespert aussi, parce que Laurent Cantet, on a dit, c'est son premier film qui le fait connaître, mais c'est un chemin de cinéma, et c'est ce chemin de cinéma qu'on essaiera de retracer avec vous, et bien sûr avec vos questions, vos interprétations, celles qui découvrent ou ceux qui redécouvrent le film. Voilà, bonne projection, et à tout à l'heure. Ouf, oui. C'est quelque chose. Bien. Voilà. Les mêmes 1h30 ou 1h40 après. Ressources humaines, donc Laurent Cantet, 1999. Vous le disiez l'un et l'autre juste avant, enfin en introduction, et on en parlait ensemble. Je ne peux pas ne pas commencer par là. Vous disiez que ça faisait quasiment depuis la sortie du film que l'un et l'autre ne l'aviez pas vu. Bon, j'ai envie de vous demander peut-être votre impression à la revoyure ou une chose que vous auriez envie de dire d'emblée ou qui vous a refrappé d'emblée ou que vous avez découvert, mais en tout cas qui est revenu, enfin quelque chose qui a lié à voir avec cette projection. Il y a une certaine émotion à revoir et le sentiment à la fois que ça parle d'un autre siècle et en même temps que ça reste très actuel et donc il y a l'effet d'une grande presque
oui, enfin un grand écart comme ça de perception. Non, évidemment, il y a cet écho, encore aujourd'hui, je pense, dans notre société. Donc, mais c'est aussi ce qui, je pense, fait la force du film, c'est que par sa sobriété, son humilité, et en même temps sa grande humanité, et puis son intelligence quoi, de propos, d'écriture d'abord. C'est un film qui résonnera après nous. C'est une perception que j'avais déjà tout jeune, parce que je trouve qu'il est hors du temps, hors des modes, hors de tout effet de style, et du coup, c'est la force du grand cinéma, c'est que ça reste. C'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que, comment dire, un peu de la réalité du monde entre par la fenêtre de ce film, et que c'est pas tous les jours que ça se produit, sans même parler de la, on y reviendra, à la confrontation finale, mais qui est évidemment le résultat d'un processus décrit par le film. Mais c'est vrai que je pense qu'il nous attrape pendant le film. Enfin, je pense qu'il y a deux choses, ce qu'on en parlait au début, à la fois le fait que le spectateur n'a jamais un coup d'avance sur les personnages. On découvre tout en même temps que, disons, le personnage joué par Julie Lesper, quand il découvre la lettre de licenciement de son père. On n'a pas été introduit, nous non plus, à la réunion dont il a été exclu. On n'en sait jamais plus que les personnages. Ça, c'est absolument frappant, et je pense que ça joue dans l'appréhension qu'on a du film. Et puis, bien sûr, c'est comme si le film nous rappelait que la lutte des classes, ou disons la différence des classes, ça existe. Que c'est, quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on veuille, elle joue à plein. Oui, moi, un des trucs qui m'a frappé, c'est que le film, comme ça, avance avec des figures dont on peut se dire au départ, c'est presque naïf, assez simple. Le fils, papa, maman, l'usine, le patron, la syndicaliste, tout ça, et petit à petit, à la fois les liens et la complexité du monde finissent par devenir presque, je pense, oui, enfin sur une émotion qui monte aussi, et avec un sentiment enfin, tu disais d'intelligence, mais c'est-à-dire avec des éléments comme ça assez basiques, et ça rejoint l'humilité que tu décrivais, c'est-à-dire de poser des questions simples, des mots simples, on arrive à un truc qui est presque, enfin où on reconnaît la complexité du monde, qui est encore celle évidemment d'aujourd'hui. Voilà, après, enfin, je vais faire une toute petite, essayer de pas être long sur la contextualisation du film. C'est le premier long métrage que réalisait Laurent et que on écrivait l'un et l'autre. On avait écrit ensemble son film précédent qui passera là tout à l'heure, qui s'appelle Les Sanguinaires, qui était un film qui faisait partie d'une série pour Arte qui a été diffusé uniquement en salle. Il s'est trouvé dans lequel j'ai joué aussi. Uniquement à la télévision. Uniquement à la télévision, pardon. Ce film qui est un drôle de film parce que c'était un film qu'on a écrit et tourné, je crois, en 96-97, et il était censé se passer à la veille du réveillon l'an 2000. Enfin, il fallait que le film comprenne le réveillon de l'an 2000. C'était une commande. Il y avait, je ne sais plus, 7-8 films internationaux, et Laurent réalisait le film français. C'était Houécourt qui avait initié le projet, et après avoir vu les courts-métrages de Laurent, lui avait proposé ça. Donc
on l'avait fait ensemble. Il s'est trouvé que à la fin de ce film-là, pendant la fin du film et au début du montage, Laurent a appris qu'il était malade, qu'il avait un cancer. On était tous complètement ahuris, et c'est incroyable quand on voit presque les dates sur Wikipédia. Il a été opéré, il s'est soigné, radiothérapie, chimiothérapie, et Pierre Chevalier, qui avait produit cette série pour Arte avec Houellebecq, a dit à Laurent, soignez-vous, et je promis, on fera le prochain ensemble. Et donc, ça a été très vite, et c'est presque imperceptible. Sa maladie a été presque imperceptible dans son parcours. On a écrit en fait Ressources humaines alors qu'il était en convalescence de ses traitements, et comme un autre cancer qui n'avait rien à voir avec le premier l'a rattrapé il y a peu de temps. Évidemment, en voyant le film, je pense, et on a écrit dans la période de ce deuxième cancer qu'il a emporté, Enzo, que vous verrez aussi ici, et que Romain Campillo a réalisé, mais qui est aussi un film de Laurent Cantet. Voilà, il y a une... comment dire, un écho. D'ailleurs, j'étais frappé, c'est juste une anecdote, mais les jumeaux d'Alain, un des deux s'appelle Enzo, ce qui est, moi, je ne m'en souvenais pas du tout, et je me suis dit quand même il y a des signes incroyables. Voilà, donc il y a plein de choses aussi, de choses intimes, mais Laurent, dans cette période où il était donc en convalescence, où il aurait pu être absolument sur lui-même et sur des questions d'angoisse personnelle, me propose d'écrire ce film qui est entièrement s'inquiète entièrement de la situation de plein de gens, quoi. Enfin, et avec une espèce de vision. À l'époque, les 35 heures n'étaient pas encore voté, c'était justement une phase donc il y avait aussi une part de projection, on imaginait ce que ça pouvait aussi créer, avec des choses assez bien vues, puis des choses un peu plus naïves. Et ça, on reviendra sur la méthode, mais comme tu as commencé à décrire effectivement le chemin de cinéma qui est celui de Laurent Cantet, et pour le résumer aussi rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes rencontrés à l'IDEC avec d'autres, avec Dominique Moll, avec Vincent Dietschy. Il y a eu un groupe d'amis qui s'est constitué, qui a constitué une société de production. À partir de là, Laurent Cantet a fait son premier court-métrage, dont tu as écrit le scénario, et Jalil l'espère, lui aussi, pour résumer, j'allais dire, les épisodes précédents, arrive dans cette foulée-là, parce que vous êtes présent dès le deuxième court-métrage, Jeu de plage, vous jouez dans Les Sanguinaires, et évidemment dans Ressources humaines. D'un mot quand même peut-être aussi pour vous, la rencontre avec Laurent Cantet, parce que si j'ai bien compris, vous ne destiniez absolument pas à devenir acteur. Non, du tout. Je venais d'avoir le bac, et en fait, mon papa était comédien de théâtre, et un jour, via la NPE Spectacle, en gros, il a eu vent d'un casting, et qu'il avait été repéré sur un trombinoscope de la NPE Spectacle par un jeune réalisateur qui préparait son deuxième court-métrage. Et c'était le film de Laurent. Et comme c'était déjà une histoire de père et fils. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est Jeu de plage. Voilà, c'est Jeu de plage. Et en gros, quand Laurent lui a raconté que c'était l'histoire d'un adolescent et de son père, et c'était évidemment conflictuel parce qu'il avait 17 ans, papa lui a dit je le connais très bien puisque j'ai un fils du même âge, donc il a proposé qu'on passe tous les deux le casting puisqu'il avait envie, il avait un rapport un peu au réel quand même aussi important,
Moi, pas du tout intéressé par le théâtre, par l'actorat, mais intéressé par le cinéma, candidement, comme un ado, quoi. Et puis aussi avec cette idée que si tant est qu'on soit tous les deux pris pour faire ce court-métrage, c'était un objet qui allait rester, une expérience avec mon père, etc. Et en fait, il nous a pris. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, ensuite j'ai tourné après dans Les Sanguinaires, effectivement, avec Frédéric Pirot, qui était l'acteur principal. Qui à ce moment-là, moi j'étais étudiant en droit, à ce moment-là il m'a proposé de trouver un agent, au lieu de réviser mes partiels, on tournait en Corse, c'était formidable. Et on tournait sur l'île des Sanguinaires en face d'Ajaccio. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où en montant vers le sémaphore, tu m'avais posé la question de est-ce que tu crois qu'on peut vivre Oui, parce que mon père était très militant communiste, donc en fait il faisait même pas partie du théâtre subventionné, encore moins privé. C'était vraiment un théâtre militant de banlieue rouge, comme on dit. Donc je me projetais pas du tout dans une carrière d'acteur, je trouvais ça très dur et j'avais pas la passion du texte. Mais du coup, Frédéric Pirot m'a dit tu devrais prendre un agent. Et donc c'est pour ça que sur ressources humaines, finalement à ce moment-là, je suis le seul entre guillemets pro, parce que voilà, pour le coup j'ai un agent peut-être depuis 6 mois, un truc comme ça. Et puis voilà, c'était un projet sur lequel, en tout cas pour revenir à ressources humaines, Laurent pensait pas à moi pour le rôle de Franck, mais pour celui d'Alain, donc le copain ouvrier. Et parce que l'écriture, et ça c'est intéressant d'en parler, il me semble, c'est fait aussi dès le départ avec les non-comédiens professionnels castés en amont, qui étaient finalement des personnes qui ressemblaient à leur personnage du film, donc au personnage du film. Donc il y avait, je crois qu'il a commencé ce processus d'écriture, vous l'avez commencé avec ces comédiens, et un étudiant qui finalement s'est désisté, qui était étudiant école de commerce, et, voilà, enfin, que j'ai un peu remplacé au pied du défi. En fait, par rapport à ce que raconte Génie sur l'écriture, c'est vrai qu'il y avait eu dans un premier temps un traitement, mais qui était non dialogué, et Laurent tenait à ce que tous les personnages soient joués par des gens dont c'était le métier. Donc, il voulait des ouvriers pour les ouvriers, le patron est joué par un petit patron, la syndicaliste par une syndicaliste, voilà. Et donc, une fois qu'on a eu la trame, et même le scénario, mais sans les dialogues, il a voulu créer une espèce d'atelier où il répétait avec les gens qu'il avait choisis, ou pas encore choisis, mais qui souhaitait travailler, et donc c'était quelque chose d'assez particulier, parce qu'évidemment ça nécessitait un peu de sous, alors qu'en général on a les sous avec le scénario terminé. Le contexte que j'évoquais juste avant a dû jouer pour que Pierre Chevalier défende aussi ce mode d'écriture. Et donc effectivement il y a eu comme ça ces ateliers auxquels j'assistais presque systématiquement, où on mettait la syndicaliste face au patron, et Laurent décrivait la situation à peu près, et jouait, et on prenait des notes, et on construisait les dialogues qui étaient quand même au bout du compte un peu écrits, peut-être des fois un peu trop quand je revois, mais qui du coup sont sortis à la base quand même de la bouche des intervenants. Mais c'est ça qui est singulier, particulier dans disons ce qu'on peut appeler la méthode de Laurent Cantet, qu'il expérimente vraiment avec ce film-là, c'est que quand on lit la note d'intention qu'il a donnée à Pierre Chevalier, qui était donc le directeur de production de la fiction à Arte, quand on la lit, sur l'histoire elle-même, il y a très peu. Et en revanche, il décrit longuement ce qu'il va appliquer comme méthode, et qui est une méthode qui devrait plutôt faire peur à un producteur dans une production classique, celle que tu as décrite, c'est-à-dire que, si on comprend bien, il y avait presque une sorte de séquencier au départ,
Oui, il y avait quand même toute l'histoire. Oui, voilà. Mais, il y avait une structure, il y avait une plus trame. de la note d'intention que tu évoques, mais qui laissait encore beaucoup de place à au caractère des personnages, à leur excès ou pas. Je pense que Laurent était très, un observateur du réel très fort. Il était très méfiant sur le fait que, en écrivant, on caricature. Alors ça, c'est évidemment drôle quand on voit le film, parce que les personnages vont très loin dans les excès, dans le côté très archétypal de leur fonction, tout ça, mais comme Laurent le voyait sortir des gens eux-mêmes, et ça le réjouissait plus que... C'est-à-dire que ces ateliers dont tu parles, auxquels Jalil a participé, alors, c'est... Lui, tu as la toute fin, peut-être, c'est ça, parce que donc il y a moi, je suis à la toute fin. Justement, du fait de ce statut différent, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, entre guillemets, depuis peu professionnel. Non, c'est-à-dire que Laurent, je crois, s'est vraiment trouvé dans la panade à un moment donné, parce qu'il avait vraiment projeté le film avec un autre acteur, et je ne sais plus pour quelle raison, ça m'échappe, mais ce garçon s'est désisté, ou en tout cas ça l'a plus fait, et il m'a fait passer 5-6 essais avant de se dire que c'était possible. Dans un entretien, Laurent Canté parle de ce jeune garçon qui devait tenir le rôle de Franck, et il dit il était très très bon dans les situations avec le patron, mais plus de mal à jouer avec le père. Et ben moi c'était l'inverse probablement. mais écoute, voilà, il m'a fait confiance, et puis moi j'avais pas, je suis vraiment gosse. Moi, je vois là aujourd'hui j'ai un fils de presque le même âge. Quand je vois, j'ai l'impression, c'est d'ailleurs vachement agréable. Moi je vois jamais de film avec moi. Ça m'insupporte un peu. Là, il y a une telle distance que c'est quelqu'un d'autre, donc je peux le dire aisément, mais du coup j'étais vraiment dans l'innocence du Franck. Je pense que ça, on peut s'en rendre compte. D'ailleurs, il y a une candeur évidente et qui est hyper touchante. Mais c'est surtout... pour moi, un peu comme Gilles aussi, c'est compliqué pour moi d'en parler avec des mots vraiment intelligibles et intelligents, parce que je suis rattrapé par tellement de souvenirs, des choses que j'avais vraiment oubliées, même des séquences entières que je trouve formidables, certaines peut-être trop écrites, mais où on dit qu'il y avait quand même une grâce et un cinéma très très fort, quoi. Oui, parce que même les scènes qui paraissent, comme tu dis, too much, entre guillemets, et la scène entre la syndicaliste et le patron, au début, quand elle lui dit « Ah là, on voit votre vrai visage, vous avez commencé par me dire bonjour madame, et maintenant vous m'insultez », enfin, tout ce moment-là, Laurent Canté dit que justement dans les ateliers dont tu parlais, ces ateliers qui étaient faits en fait pour passer du style indirect au style direct, c'est-à-dire trouver la chair des dialogues, quoi. Il dit, le couple s'est formé instantanément. C'est-à-dire que comme à l'arrivée, il s'adorait d'ailleurs. Oui, mais comme il a recruté à la MPE effectivement une syndicaliste, mais qui était quoi, je crois, comptable au chômage, et ce patron de PME, qui était content d'une certaine manière, ils ont retrouvé là des rôles qui étaient celui de leur vie, quoi. Oui, et pour le père et la mère, enfin, qui évidemment incarnent magnifiquement les parents de Franck, il y avait un truc aussi enfin, dans la scène, enfin, la confrontation finale, ce chant où le fils tape comme ça, avec ses mots durs sur le père. Je me souviens qu'on avait commencé par faire l'axe sur Jalil, et donc Jean-Claude recevait le père. voilà, toutes les prises qu'on faisait. Puis quand on a retourné la caméra pour le filmer, lui, il était chargé déjà de tout le truc. Et il y a eu une première prise, qui est celle qu'on voit dans le film, où il était mais complètement bouleversé. Il avait comme ça son menton qui
qui tremblait. Il a dit après à Laurent que, enfin, par rapport à sa fille, à lui, enfin que ça lui, évidemment que ça le touchait profondément. Pour l'anecdote, je me souviens que Mathieu Poire-Delpech, qui faisait l'image à la fin de la prise, a dit « Oh, il y a eu une fausse teinte, il faut la refaire ». Et on s'est regardé, on a dit « Il plaisante ou quoi ?» Donc on a quand même refait, puisqu'on tournait en pellicule, enfin en 16 mm, on ne pouvait pas voir immédiatement ce qui avait été fait. Donc Laurent était assez inquiet, moi aussi, qui était qui regardait sur le petit écran de contrôle, et on a refait les prises, mais on a gardé évidemment l'arrivée de la première, malgré la fausse teinte que j'avoue je n'arrive pas à voir. Parce qu'on pas tout de suite. C'est parce qu'on regarde. Oui, c'est vraiment pas ce qu'on regarde. Et en revanche, cette scène, par exemple, qui vient à la fin, qui est longue, qui est dure, qui est pénible, qui a été, comme tu dis, filmée selon 2 axes, enfin, c'est-à-dire en continuité sur l'un, puis en continuité sur l'autre, quoi. Elle était là dès le début. C'est-à-dire que c'est quelque chose que entre Laurent et toi, vous aviez posé comme un des enjeux principaux d'emblée du film, quoi. Oui, je me souviens d'ailleurs que Laurent, même sur la violence, par, je pense, son humanité, sa pudeur, tout ça, Oui. moi j'avais écrit des trucs de honte, enfin, où ça boxait comme ça. Et Laurent était réservé sur le... Enfin, à la fois il était très impliqué, mais ça lui faisait peur aussi d'être aussi dur, aussi... Donc c'est après le chemin qui... Parce que lui, ce qu'il avait posé, c'était effectivement, les débuts, c'était à la fois le changement de statut de ce jeune homme, enfin qui change de classe par ses études, et puis le sentiment de trahison, et qu'au fond, donc ça c'était très, voilà, c'était posé, on savait que ça serait une confrontation à la fin liée à la grève, mais là aussi c'est pour ça que quand tu parlais du scénario, pour Laurent, l'incarnation comptait bien plus que le scénario, même si évidemment tout le processus faisait qu'il y avait une histoire assez tendue et ça, mais lui, ce en quoi il croyait le plus, c'était l'humain, l'incarnation, voir les gens, ce qu'ils ressentent. Et ce qu'on n'a pas dit, mais je parle sous votre contrôle, c'est que les ateliers dont vous parliez, l'un et l'autre, c'est-à-dire ce moment où, en quelque sorte, le scénario, j'allais dire, s'éprouve au contact de ceux qui eux-mêmes portent une expérience qu'il est allé chercher, ces entretiens-là, ces ateliers-là, c'était filmé. C'est-à-dire qu'ils se servaient ensuite de cette matière filmique brute pour, avec toi, j'imagine, continuer à écrire les dialogues, c'est-à-dire continuer à injecter. En fait, ce qui lui faisait le plus peur, c'est lui-même d'être un intrus dans ce milieu social-là, quoi. Et que ça sonne faux, qu'il ait l'air d'un touriste, d'un cinéaste touriste qui se serait intéressé à ce sujet, mais voilà. Mais c'était pas que de la peur, c'était aussi le désir un peu fou de capter des choses, de créer de la vie, quoi. Enfin, la seule fois, si je dis pas de bêtises, où il a vraiment refait comme ça des systèmes de répétition, mais là c'était au cours de l'année, tout ça, c'était pour Entre les murs avec les adolescents, où ils ont travaillé comme ça des situations, des scènes au fil de plusieurs mois, et tourné après tout ce qu'ils avaient vécu de cette manière. Donc là, c'était un peu le même... Bien sûr, et sans doute qu'Entre les murs a été pour lui presque l'aboutissement d'une méthode, puisque là, tout d'un coup, il basculait en numérique. Donc la question de plusieurs caméras, la question de la charger, ce que contient un magasin et de pellicule était réglée, quoi. Enfin, il pouvait filmer dans une certaine durée. Mais avec tout ce que vous décrivez l'un et l'autre, sur le tournage, pour le coup, les acteurs, ils avaient, en quelque sorte, en partie inventé le texte, en partie mâché, en partie interprété, en partie déjà joué. Est-ce que, pour le coup, il y avait beaucoup de prises ou une grande partie du travail avait déjà eu lieu, quoi? Alors, au risque, très honnêtement, je ne me souviens plus.
Tout ça est très cotonneux. Et puis j'avais pas de notion aussi de comment on faisait un film. Donc par exemple, quand je vois les scènes de voiture, je me souviens pas si c'était une voiture travelling ou c'était caméra embarquée, comme on dit. Mais donc je pourrais même pas vous répondre, Gilles, oui. Mais par contre, ce que tu viens de soulever, Gilles, alors, excusez-moi, du coup, je vais poser une question. Si j'ai bien compris, tu veux dire que toute cette notion, évidemment, de transfuge de classe, etc., d'où Annie Ernaux, et ce sentiment de honte dont il est question à la fin, c'est une chose qui vous a un peu échappé ou qui est venue par le travail non, je pense que c'était contenu dans l'idée de départ, mais que Laurent sentait que pour lui c'était presque explosif, enfin que c'était dangereux, enfin c'est ce truc de scrupule toujours, enfin son côté très droit et rigoureux faisait qu'il était aussi très méfiant de ne pas faire juste du drame pour du drame ou des conflits pour des conflits. Il voulait que ça... Donc, sur le papier, je me souviens, quand on écrivait, il était souvent à dire « Ah bon, il dit ça ?» Je sais pas, c'est... Peut-être... Oui, mais alors l'autre, il répond quoi? Il fallait toujours le convaincre. Et le moment où il était vraiment convaincu, c'est quand même quand les comédiens ou les non-professionnels incarnaient les choses. Et c'est comme si, effectivement, il avait besoin d'être... c'est pas rassuré, parce que c'est plus puissant que ça, quoi, mais convaincu, quoi, qui n'était pas, effectivement, ce que tu disais, en train de juste faire des films sur le dos des gens. Il voulait que ça soit... qu'il soit presque un porte-voix, je sais pas, mais en tout cas un médium pour... Alors sur le nombre de prises, je ne me souviens pas, mais pour ce dont je me souviens, c'est que le travail en amont de répétition, et je me souviens très bien du petit bureau au dernier étage sous les combles de chez Houécourt, qui était une toute petite pièce, mais où finalement beaucoup de choses se sont jouées. On fait que sur le plateau, je crois que les scènes étaient tellement intégrées qu'on n'avait plus la sensation d'avoir à les jouer. Et c'était encore plus vrai pour les acteurs qui étaient là avant moi. Parce que la syndicaliste ou le patron, par exemple, c'était super acteurs. Ils étaient constamment... ils étaient ultra rodés, quoi, je dirais. Alors sur le nombre de prises, comme c'était tourné, je disais, en pellicule, et que c'était en 16 mm, voilà, mais que c'était un petit budget, parce que c'était un téléfilm à la base. Le film est sorti en salle parce que voilà, les gens étaient enthousiastes, et donc il est passé à la télé la veille de sa sortie en salle. D'ailleurs, je crois c'est drôle parce qu'on s'est retrouvés à quelques semaines d'intervalle, à la fois récompensés par les 7 d'or qui récompensaient les trucs de télé, et après par les Césars. Donc c'était très peu de prises. Enfin, c'était, je pense... alors, nous aussi, on débutait, et même Laurent, mais je crois que c'était au maximum 4 prises par peut-être exceptionnellement, il y en avait plus, mais c'était par rapport effectivement à ce qui est devenu possible avec le numérique, c'était peu. Je vous pose une dernière question et après je vous donne la parole. L'une des dimensions aussi absolument rare dans le cinéma français et qui se reproduit pas tant que ça parce que de toute façon l'autorisation est du côté du patron, c'est que ça se passe dans il n'y a pas seulement des vrais ouvriers et des vrais patrons, ça se passe dans une vraie usine. C'est-à-dire que c'est pas un décor, d'abord le film n'avait pas les moyens de mettre une usine en route, mais disons que ça tourne pendant que l'usine tourne, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont... et la plupart des ouvriers qu'on aperçoit sont des ouvriers d'usine. C'est des gens qui jouent pas, qui travaillent. Et Laurent Cantet a dit à quel point, ça on le sait, c'est difficile de tourner dans les usines, que ça vous avait pris des semaines et des semaines de refus d'usines, de lieux, pour trouver le plateau. Disons que quand on proposait, même à l'époque, aujourd'hui je pense que ça serait carrément impossible, mais même à l'époque, quand on disait il va y avoir un peu une grève, oui. Voilà, les responsables de l'usine disaient c'est même pas
C'est ça, non seulement on va filmer la chaîne, mais en plus on va organiser un piquet de grève fictif devant l'usine. Je pense qu'on a dû quand même aussi un peu masquer des choses dans le scénario, mais il y a eu ce truc, enfin, et d'ailleurs, moi en voyant, je trouve les plans enfin, de découverte magnifique. La séquence est super belle. Le travelling, le long travelling, le plan, jusqu'au père. Parce que c'est aussi une écriture, enfin la rigueur de Laurent, c'est aussi la mise en scène, le découpage. Romain Campillo, qui a été son auteur de presque tous ses films et le co-scénariste de presque tous les films après Ressources humaines, et qui est un ami très cher, était déjà là, était sur les courts-métrages. On lui fait une blague en mettant son nom dans les gens virés. Voilà, aussi petite anecdote de Dominique Moll qui viendra tout à l'heure présenter les Sanguinaires, parce qu'il était premier assistant aussi sur le film, aurait dû être premier assistant sur ce film-là. En fait, comme au même moment, nous, on venait d'écrire ensemble, Dominique et moi, le scénario de Harry, un ami qui veut du bien, et il a dû... qu'il avait emballé un autre producteur. Il a dû quitter la préparation pour préparer son propre film, et il joue un petit rôle, on l'aperçoit juste, c'est cette espèce de grand type en ciré jaune qui réouvre la porte à la meuleuse sous les ordres du patron. Donc, et voilà, mais et donc l'effet effectivement d'amitié qui a voilà, perduré au long des films était évidemment là pour filmer. On est très bavards, et moi j'ai un souvenir, je vais vous dire, de présentation du film. Laurent a beaucoup accompagné, et moi un certain nombre de fois, le film en province, et à l'époque ce qui était le plus impressionnant, c'est que on ne disait presque rien, contrairement à là. C'était les gens qui nous disaient, moi j'ai vécu ça, mon père, mon fils, mon truc, et à commencer par Laurent, mais pour nous c'était vraiment impressionnant de ce que le film, à ce moment-là, avait un écho fort. Et Javid, vous me disiez que vous aviez assisté, vous, à une projection où ça, c'était ? Alors, je crois que moi, c'est la première projection publique à laquelle j'ai eu la chance d'assister, qui était au Festival de San Sebastián, qui n'était pas du tout prévu, parce qu'au départ, effectivement, c'était un téléfilm, ça n'avait pas sorti en salle, mais bon, voilà, vu la facture du film, je pense que Québécois a décidé de présenter à des festivals et qu'il a été pris à San Sebastián. Et donc, première projection salle, dans une salle comble, et Laurent était tétanisé après la projection, parce qu'on avait comme ça une intervention. Moi, j'étais hyper content. Et puis, il me dit, bah, tu sais, les 35 heures, c'est tellement hexagonal comme problématique. Qu'est-ce que les Espagnols vont en penser? Est-ce qu'ils ne vont pas décrocher complètement? Enfin, le film est quand même laborieux pour un étranger, peut-être. Et en fait, c'était une standing ovation. Les gens étaient vraiment émus, en plus. Donc ça avait un écho très fort, et c'est la force du film aussi. Est-ce que vous avez une question ou oui, mademoiselle? Là, juste devant vous. Ah, voilà. Merci beaucoup pour votre présence et pour les réponses aux questions. Déjà. Je me demandais comment est-ce que les thèmes qui sont abordés dans le film résonnent avec votre propre vie. Alors, Laurent était fils de professeur, donc ses deux parents étaient profs, et moi, j'avais une mère qui était, enfin j'ai les parents séparés, une mère qui était une petite secrétaire et un père qui était médecin. Donc, c'est pas directement des choses autobiographiques. Je pense que chez Laurent, c'est beaucoup une sensibilité, une observation, c'est marrant. En fait, moi, je l'ai rencontré un peu avant l'IDEC en faisant une école de photo à Marseille, et Laurent faisait cette école 2 ans au-dessus de moi, et c'est là où on s'est rencontrés. Moi, j'avais 18 ans, et lui devait avoir à peine plus, et il avait déjà des cheveux blancs, enfin gris. Et je dis ça,
je pense que ça l'a mis dans une situation, enfin c'est moi qui me raconte ça, j'en ai jamais parlé avec lui à Niambray, mais je me suis toujours dit que ça l'avait mis dans le rapport à la jeunesse et au monde en général, sur une espèce de petite distance et en même temps d'observation sensible. C'est toujours, enfin, le film se termine par cette réplique, elle est où ta place? Et Laurent, je pense que cette question-là, elle n'a jamais cessé de l'habiter. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à ses cheveux gris, mais je pense que c'est presque ça, et son goût du social, son humanité de personne, qui a fait ça plus que des choses autobiographiques. Après, il y a des éléments qui existent, enfin, qui sont des choses oui, intimes. Mais ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est qu'il est étranger à cette classe sociale-là, même si elle l'intéresse ou elle le passionne, mais c'est vrai que c'est presque prémonitoire de tous ces films. La dernière question posée par le personnage étoile est où ta place? C'est évidemment la question du film, c'est évidemment la question du personnage, c'est évidemment la question voilà, quand on occupe un poste, est-ce que c'est une place, est-ce que c'est la place qu'on doit occuper, est-ce qu'on est un transfuge, bon, mais ce qui est incroyable, c'est que quand on voit les autres films de Laurent Canté et jusqu'à Enzo, en passant par l'emploi du temps, qui en est presque la version pathologique, la question de elle est où ta place, c'est vraiment une question qui obsède littéralement, ou à laquelle chaque personnage de ces films essaye de répondre, et on ne peut pas évidemment se demander si, pour lui, ça a été évidemment une question existentielle. Jusqu'à imaginer que, puisqu'il peut trouver sa place ni là ni là, c'est quand même, ce n'est pas tous les jours qu'un cinéaste français fait des films en dehors de l'Hexagone. Or, lui, il a tourné à Haïti, à Cuba, aux États-Unis, il a fait des films là-bas. Comme si il y avait un tiers-lieu possible. Oui, il m'avait dit, il y a très longtemps, alors ça c'est plus défendable aujourd'hui, mais il m'avait dit l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, c'est en l'air, dans les avions. Et après, il aimait énormément découvrir, se mettre à la place des autres, voilà, donc ça, c'est vraiment ce mouvement-là. Et aussi possiblement des gens qui sont soit justement mis de côté, ou virés, ou exclus, ou condamnés. Là. Oui, alors moi j'ai trouvé vraiment ce film très très beau, et je pense que ce qui fait que les Espagnols peuvent le voir, et que c'est qu'il y a une question universelle qui est la relation père-fils et qui est la transmission. Et la confrontation finale, en fait, elle est amenée sur tout le film. Donc, on l'attend presque. Et, je trouve ça vraiment extrêmement émouvant, c'est très très beau. Parce que ce fils, finalement, oui, c'est la question du personnage aussi, quelle est sa place. Et quelque part, il veut aussi faire changer de place. Enfin, il voudrait que son père change de place, ou en tout cas de position. Et pour cet homme, c'est absolument impossible. Et le fils, il a une reconnaissance infinie, en même temps une gratitude. Mais malgré ses efforts pour aider son père, il voit bien qu'il y a une incompréhension. Et bon, voilà. Mais l'amour filtre à travers tout ça, malgré tout. Mais je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien traité. Et puis, c'est une question universelle. C'est pour ça que les 35 heures et tout ça, à la limite, oui, bien sûr, c'est très intéressant. Mais si ça touche autant, c'est parce qu'il y a cette question-là. Je me souviens d'un journaliste qui avait résumé comme ça à l'époque, et on avait pu se dire des choses
qui touchait un peu à ça, mais pas de manière aussi concentrée, mais qui avait résumé le film en disant c'est Oedipe à l'usine. Alors, dit très, très court, ça fait un peu. On dit, oh, oh, oh. Mais évidemment, voilà, c'est sur Après, moi, j'étais frappé là, en voyant à quel point, par exemple, le personnage d'Alain me paraît incroyablement. Le copain. Le copain, voilà. À quel point il est moderne, enfin sage, et c'est presque celui qui est le plus lucide, voilà, et le moins. Et c'est assez. Et puis les rapports avec la mère, la sœur, enfin, c'est-à-dire que, évidemment, ce qui crée la tension, c'est les rapports entre le fils et son père, mais rien de fidélité à ce qu'on ressent, à l'idéal qu'on veut, d'être humain qu'on veut être, elle diffuse partout entre beaucoup de personnages. Et puis juste sur la, oui, monsieur, ou madame, sur la dimension, comme tu disais, Oedipe à l'usine, on ne peut pas quand même non plus évacuer l'idée que vous aviez en tête quand même les règles de la tragédie. Unité de lieu, unité d'action, unité de temps, enfin, Oedipe est là aussi, mais il y a du... C'est même... Et puis l'usine est un théâtre aussi. L'usine est un théâtre. Le moment où ils vont faire débrayer la chaîne, il y a quand même un rideau qui se lève. Enfin bon, il y a... Mais ça, je pense que c'est, par exemple, c'est le genre de raisonnement que nous, on n'avait pas dans la fabrication. Je me souviens que lui m'avait parlé voilà, presque du petit canard noir, ou du petit, c'est-à-dire à l'envers, c'est-à-dire de dire, enfin, sur des choses presque de, je dis ça en pensant à des trucs de livres d'enfants, quoi, enfin, de différence, le signe noir. Oui, le signe, oui, c'est ça, où il n'arrive, enfin, voilà, où le personnage de Franck ne sera pas, oui, ne sera plus vraiment à sa place. À sa place, oui. Pour revenir juste sur les échos avec nos propres vies, c'est vraiment, pour le coup, puisque je suis acteur dans ce film, je vais faire un peu l'acteur un peu égocentrique, mais je pense que s'il y avait un écho sur ma propre vie qu'a pu ressentir, peut-être, je me raconte, ou en tout cas qui a pu rassurer à un moment donné Laurent, c'est qu'on avait déjà traversé un rapport père-fils sur le court-métrage Jeux de plage, et qui était aussi déjà une thématique dans le premier court-métrage qui était Tous à la manif, et que Ressources humaines était une sorte de, pas de condensé, mais il y avait un peu de ces deux courts-métrages dans le rapport au père. Et moi, c'est la seule chose finalement intime qu'il a peut-être été chercher. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais juste me permettre de témoigner de la justesse de la situation en état de crise dans les sociétés, notamment dans le monde industriel. Allez-y. On vous entend, mais parlez plus fort. Au plus près. D'accord. Voilà. Donc je voulais juste me permettre de témoigner de la justesse des échanges, de la situation dans les états de crise, dans les industries, pour avoir vécu dans ma vie professionnelle par 2 fois des situations similaires. Les personnages, en fin de compte, ne sont pas vraiment exagérés. Lors de réunions avec des syndicats, ça peut se passer de cette façon-là. La peine, la souffrance des personnes est très très bien dépeinte. Juste pour en témoigner, notamment ça s'est passé au laboratoire Éclair en 2013, lorsque la chaîne argentique a été supprimée et qu'il y a eu énormément de licenciements. Voilà, donc c'était juste aussi un coup, enfin un bonjour à mes anciens collègues qui ont subi ça, et moi je l'ai subi avec eux aussi. Voilà, merci beaucoup en tous les cas pour ce film. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, et j'insiste là-dessus parce que c'est suffisamment rare et singulier pour bien le comprendre, si le film touche autant aussi, c'est du fait de la méthode qu'on a essayé de décrire de Laurent, c'est-à-dire cette manière qu'il a eue de faire entrer la vie dans son film plutôt que de considérer que vous saviez, quoi. Vraiment cette position presque d'ignorance ou de justement de passer, d'avoir l'idée de passer par la NPE pour faire son casting, c'est-à-dire à la fois des gens qui avaient vécu ça et qui étaient disponibles puisqu'ils étaient au chômage, c'est sans doute une des clés de son approche et une façon d'entrer dans le réel
qui n'est pas toujours celle pratiquée, quoi. Oui. Bonjour et merci pour votre présence. Je trouvais que le film était à la fois juste, sobre et puissant, et que ça se retrouvait aussi visuellement dans certains détails très intelligents, notamment les posters qu'on voit dans l'usine, où il y a un peu d'humour, mais d'un niveau de cynisme assez étouffant, je trouve. Quand on voit Franck qui passe une porte et qui voit un poster où il y a une souris devant un piège avec un morceau d'émental où il y a marqué « Pas touche à une machine qu'on ne maîtrise pas ». Et un peu plus tard, on voit un poisson face à un asticot qui est branché sur un hameçon. Il y a marqué « Toujours réfléchir avant d'agir ». Et on a l'impression qu'en fait ça signifie l'inverse, c'est-à-dire soyez prudents, ne soyez pas audacieux, ne prenez pas d'initiative, ne vous rapprochez pas des syndicats. Et donc ça c'est une fraction de seconde dans le film, mais c'est très puissant. Il y a une image particulièrement que j'ai trouvée qui sortait du lot de tout le film, c'est le moment où on voit Franck et Alain, ils sont en train de marcher sur les toits de l'usine comme des Arsène Lupin. Il y a une image où on voit la lune dans une sorte de brouillard, c'est presque gothique. Ils vont accéder par en haut à la structure qui les oppresse, et c'est une manière de dire, en fait, on va être obligé un petit peu de décapiter la bête, donc on passe par en haut, et ensuite, de manière descendante, ils déclenchent la grève, ils arrivent à... C'est très beau, parce que même quand moi j'apprécie les objets techniques au cinéma, ils font sortir la vérité d'une imprimante, en plusieurs exemplaires, ils mettent des coups de fluo, ils communiquent, ils soudent, ensuite ils s'en vont en courant, et on lui dit, je peux pas suivre et tout. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que vous avez des souvenirs sur peut-être ces détails-là, ou la construction de la scène de l'infiltration? En tout cas, moi, ce qui me frappe dans ce que vous relevez, c'est que justement que ce réalisme, ce souci du réel qu'a Laurent, il est en même temps, on parlait aussi de tragédie grecque ou pas grecque, mais c'est aussi une aventure, c'est-à-dire qu'il aime aussi le romanesque, voilà, l'idée oui, que c'est l'aventure, qu'on va monter sur le toit, rentrer, truc. Moi j'aime beaucoup tout autour de la porte, là, que ça soit la soudée, le patron qui la pète, et tous les ouvriers qui ceux qui reprennent le travail, qui font la courbette pour rentrer. Puis après l'ami Dominique qui fait le jaune et qui ouvre, qui est sous la porte. C'est sûr qu'il y a des tas de choses qui sont tout à fait pensées par la mise en scène en jouant avec les éléments du réel, c'est-à-dire que la porte, quand on écrit le film, on ne sait pas que la porte elle est coupée en deux à cet endroit-là, on écrit que le patron va péter la porte, mais on ne sait pas encore comment. Comme tu le disais, on n'a pas un choix infini d'usines où tourner, c'est celle-là, on utilise la porte, mais Laurent a l'intuition, l'intelligence d'en faire quelque chose de mise en scène. Moi, je suis frappé sur la structure générale, la façon dont les mouvements se mettent il y a un soulèvement par les actions, les figurants, alors qu'au départ, il y a un truc un peu justement sage et posé, chacun dans sa case, et puis d'un coup, on est... c'est pas la caméra sur l'épaule tout le temps, c'est d'un coup quand ça bouge, parce que la grève et que le syndicat envahit l'atelier, que les mouvements se font à l'épaule, tout ça. Et donc tout ça, Laurent, évidemment, il le fait à la fois de manière très pensée, mais aussi intuitive. Et les affiches dont vous parliez, on les invente pas, on les prend dans l'usine, on les déplace pour qu'elles soient bien dans le plan, mais ils sont déjà, elles existent. Voilà. Vous les faites entrer dans le film. Et Laurent se dit en visitant, tiens, ça serait peut-être bien de la mettre là. Et c'est tout comme ça, j'ai un souvenir juste de trucs de discussion avec la costumière, et on le voit sur certains plans du film, comme les scènes n'étaient pas tournées dans l'ordre, mais où les bleus de travail sont assez neufs pour certains et salis, patinés de manière on n'était pas encore très pro les uns et les autres, et
me souviens que Laurent me dit à un moment, mais ils sont trop neufs là, leur bleu, là, c'est horrible. Donc je vais voir la costumière, je lui dis, mais pourquoi on a... Elle dit, parce qu'il faut qu'ils soient propres quand même, donc on leur lave. Je dis, mais on s'en fout qu'ils soient propres. Échange les neufs contre des vieux, des vrais. Et donc voilà, mais tout Laurent, ça lui crevait l'œil. Alors comme on avait peu d'argent, peu de temps, il fallait tourner. Mais bon, tout compte dans un film, c'est sûr que... Et juste sur le plan du poids que vous avez relevé, là, le moment Arsène Lupin de nuit, je veux dire, Laurent n'hésitait pas non plus visiblement à pousser les curseurs, puisqu'il y a aussi la pleine lune. Donc, je veux dire, quitte à y aller dans le côté romanesque, fiction, genre ou symbole, là, c'est vraiment la pleine lune. Oui. Je voulais dire deux choses. C'est un film que j'ai vu à sa sortie, donc j'avais l'âge de l'acteur principal. Et la chose qui me frappe, c'est que j'avais pas tellement aimé le film parce que je réalise maintenant à quel point ça m'avait dérangé finalement. Il a fallu des années d'introspection pour se rendre compte des échos et puis pour être maintenant écrasé par la justesse de tout ce qu'on voit et qui sort toute cette réalité frappante. Donc ça, c'est le côté témoignage personnel. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui fait d'autant plus écho que je connais bien une partie de l'endroit où c'était tourné, une grande partie entre Gaillon et Voix, dans les boucles de la Seine. Donc c'est où? C'est en Normandie ou c'est la frontière de la Normandie. On voit Porcheville au début, qui est près de l'autoroute, c'est la centrale. Et c'est d'autant plus fort de se replacer dans cette époque, quand on voit la casse sociale qu'il y a dans cette région, autour de Gaillon, Voix. Je reconnais l'endroit où l'usine est posée, maintenant il y a un golf, et puis par contre, il n'y a plus rien du point de vue social, les gens errent sur le parking du supermarché, c'est pathétique. Voilà. Donc c'était très fort, merci beaucoup d'être là aussi. Mais ce qui est vrai, enfin c'est sous réserve d'inventaire, et évidemment des films qui tournent autour de la question de l'usine, ou d'entrer dans l'usine, ou de filmer dans l'usine, enfin c'est une question qui est presque qu'à l'âge du cinéma, quoi, hein, la sortie des usines Lumière, enfin c'est pas l'entrée, c'est la sortie. Bon. Mais toujours est-il que peut-être avec le recul, 25 ans après Ressources Humaines, on peut se dire que ce qui nous a frappé à l'époque sans le comprendre, ou ce qui nous frappe encore aujourd'hui, c'est que c'était peut-être, entre guillemets, avec toutes les guillemets, la dernière incursion. La dernière fois où il y avait à la fois une classe ouvrière, une usine et une caméra. Alors bien sûr, il y a eu sans doute d'autres exemples dans le documentaire, dans la fiction, mais là, quand même, une usine qui tourne et un film qui se fait pendant le travail, c'est... Qu'est-ce qu'il y a eu comme film depuis, quoi, en 25 ans? Je me souviens qu'à l'époque, la question était depuis quand on n'a pas vu un film dans une usine. Parce que c'est rare. Oui. Mais c'est pas, en fait, je pense qu'il y en a pas mal parce que on peut même dire que Ressources Humaines a lancé un moment, un genre presque. Oui. Mais il y a le film de Brisé, il y a le voilà, mais c'est vrai que le film a tapé juste un endroit, un moment. Et pas que aussi dans beaucoup, moi j'ai eu énormément de gens qui ont fait des études de commerce, qui m'ont dit « Ah, mon école de commerce, on a regardé ce film ». Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un écho autour de ce film à l'époque, je ne sais pas si les gens s'en souviennent encore, mais ceux qui avaient apprécié le film à l'époque, souvent s'en souviennent, et que ça c'était à la fois une énorme chance et une grande malédiction de faire un chef-d'œuvre aussi jeune pour moi. Je m'en suis rendu compte après, parce que tous les jours, on a la chance de côtoyer un tel metteur en scène. Même si j'ai eu la chance, j'ai fait de beaux films comme acteur avec de grands metteurs en scène. Tant de grâce, d'intelligence réunies dans un seul film, c'est rare. Mais alors à l'inverse, quand Laurent Cantet a fait des essais avec vous, il n'a pas, pour jeu de plage, hein, alors comment dire,
il n'a pas hésité non plus. C'est-à-dire qu'il avait trouvé en vous ce qu'il cherchait, parce qu'après, je crois qu'il a montré les essais à son entourage, mais il y a eu comme même une forme d'évidence ou de révélation. Il vous en a parlé de ça Non, Laurent était quelqu'un de plutôt réservé et pudique, et évidemment. On ne peut pas parler, puis nous aussi, donc on n'en a jamais parlé. Mais, Moi, je peux te dire que quand Laurent a fait les essais avec Jenny pour Jeux de plage, nous, on en a beaucoup parlé entre nous, on était vraiment scotchés par le jeune comédien. On disait, mais on serait aux États-Unis, ça serait une star dans 2 ans. On était vraiment super heureux. Et Laurent, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a très peu repris les comédiens dans ses films. Il y a Rabat qui joue dans Arthur Rimbaud, qui avait joué dans Entre les murs, mais sinon, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'y a que Djelil qui a fait ces 3 films, voilà, et alors après, je pense que pour Laurent, justement, c'était presque trop. Non, je veux dire qu'il ne pouvait plus imaginer après. Je peux très bien l'entendre, passer du temps au montage avec quelqu'un aussi longtemps. Non, mais je pense que c'était un truc très intime chez Laurent, comme il avait une méfiance des comédiens, même si au bout du compte, il en a quand même fait travailler beaucoup, et des grands, et des grandes, en particulier, Rampling, Karine Viard, Marina Preuss. Bien sûr. Voilà, mais il c'est vrai était prudent avec ça, il avait toujours l'impression qu'on lui demandait de mettre du faux quelque part. Oui, parce qu'on comprend bien qu'avec sa méthode, il y avait quelque chose à l'idée de remployer le même acteur qui allait un peu contre l'idée de l'expérience à chaque film, quoi, enfin, ou de la redécouverte d'un. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Ah, et puis là. C'est peut-être pas une question, puis une impression. J'ai vu le film il y a très longtemps, j'avais oublié, et je l'ai revu avec une émotion incroyable. Et je me disais que, parce que j'ai fait l'IDEC un peu avant Laurent, bien avant Laurent, et qu'en plus ensuite, on passait énormément de films avec des copains d'IDEC, à la Sorbonne, et j'avais l'impression que Laurent avait énormément, je ne sais pas s'il avait ingurgité beaucoup de documentaires de l'époque, mais j'ai eu cette impression de voir vraiment presque un documentaire, vous voyez, ce qui pour moi est un grand compliment. Ça, c'est une remarque. Et puis, la question, c'est je voudrais en savoir un peu plus sur le comédien qui joue le père. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? Alors, je trouve génial. Tu sais bien répondre? Oui, alors Jean-Claude, c'était son prénom. Il avait fait carrière à la Comédie Française. Mais pas comme comédien. Ouais, voilà, pas comme comédien, mais comme menuisier. D'ailleurs, on le voit à l'ouvrage. Et moi, alors j'ai une anecdote un peu perso, c'est que c'était de l'acteur studio. On m'avait mis, je partageais un logement avec lui au départ, et je crois que j'ai pété un plomb. Au bout de 2 jours, à me retrouver tous les soirs avec lui, tout seul dans un logement, et j'avais pu aller ailleurs, mais du coup, ouais, il était très comme ça, vissé, quoi, de l'intérieur, ce monsieur. Et d'ailleurs, c'était une surprise de lâcher prise autant finalement sur cette scène finale de confrontation. Moi, je ne m'y attendais pas du tout à son émotion, parce qu'il était, même dans le jeu, hyper verrouillé. Il y avait un ton. C'était autant la syndicaliste, le patron, c'est des acteurs nés, mecs qui ont une bonne oreille, ça joue juste assez vite, etc. Lui, c'était un bloc, quoi. Et ce qui en fait, d'ailleurs, ce qui fait qu'il est magnifique, il est hyper touchant. Voilà. Et sinon, peut-être des choses plus précises encore. Je sais pas. T'avais forcé à partager sa chambre, c'est vrai que c'est utile. Peut-être pas la chambre, mais Le décor. Moi, je dormais dans un cagibi de la maison où vivaient l'emploi des trucs. À l'époque, je me disais, pour faire des économies à la production.
connaître la vérité de vos souffrances rétrospectives. Non. Ah oui, on était maltraités par Laurent, ça c'est sûr. On va prendre une dernière question, oui. Allez-y, mademoiselle. Bonjour. Alors moi j'ai été très émue en tant que représentante de la fonction RH justement. C'était un peu la raison pour laquelle je suis venue à cette séance. Je me suis beaucoup reconnue dans le rôle qu'incarne Jadine Lesper, avec ce côté un peu tout feu tout flamme quand on démarre sa carrière, son idéalisme aussi. Moi je sais que j'ai été aussi beaucoup marquée par le personnage du père. Et je sais que dans la scène de confrontation, en fait, voilà, la diatribe que tient le fils à l'égard du père est très émouvante, mais là où moi je me suis complètement effondrée, c'était en voyant le père, lorsque le fils, juste après que le fils ait renversé cette espèce de caissette avec des écrous, je ne sais quoi d'autre à l'intérieur, lorsque le père, en fait, se penche pour aller les ramasser. Et en fait, je sais que ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que parmi tous les systèmes de domination, il y en a énormément, et notamment celui du capitalisme, en fait, qui génère de la honte, qui crée de la honte, celle qu'on internalise déjà toute sa vie, mais aussi celle qu'on transmet à sa descendance. Et en fait, moi, c'est cette honte internalisée qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. La violence, en fait, qui en ressort face à l'écran. Et donc, moi, ma question, c'était, en regardant ce film, en fait, 20 ans après, qu'est-ce qui vous reste et est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette violence perçue ou pas, mais cette violence qu'on voit à l'écran? Ce que je sais, c'est que moi, là, en voyant, je t'ai frappé sur le pied dans les boulons et le fils qui lui dit ramasse. Ramasse, oui, voilà, ça vient de révéler justement par le pire, l'horreur de la situation. Je pense que Laurent était capable, je pense par nature, il était horrifié par ça, au point que pour lui, je pense qu'il devait se faire violence pour créer cette situation. Je me souviens d'une conversation où je lui avais, qui est vraiment un petit outil, moi, de scénariste qui m'accompagne toujours et que je cite parfois, qui est d'un écrivain américain qui disait « Quand ton personnage est à terre, frappe-le ». Et il y a un truc de ça, quoi, enfin, de dire, si tu veux que ça... Si tu t'excuses tout de suite de faire souffrir, il faut tu vas pas aller très loin. Là, Laurent, lui, je pense que ça le mettait vraiment dans une situation, oui, que ça n'aimait pas ça, mais qui sentait qu'il fallait aller jusque-là. Alors évidemment que le comédien, il sait qu'il joue une scène, il n'est pas non plus, c'est pas de lui dont on parle, mais c'est vrai que ça c'est chargé, c'est fort. Alors après, pour le jouer, je sais pas, toi... Moi, j'en avais pas trop conscience, tout ça, en fait. C'est plus le retour des gens qui, à l'époque, quelques mois après, finalement, le tournage, moi, je suis pas fini, quoi, quand je joue ça. Donc, je suis vraiment un tout bébé. Aujourd'hui, je vois le film vraiment différemment, les affiches, toutes ces choses-là prennent sens. Donc, mais c'est cette acuité-là qui fait que le film, on en parle, que vous êtes là, réunis, qui vous touche encore. Et je ne sais pas pour ce qu'il en est, par exemple, de Jean-Claude, qui jouait le père, mais est-ce que ce geste, est-ce qu'il est même conscientisé au moment de la prise de décision, de la mise en place de la séquence par Laurent lui-même, comme... Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, moi, ce que ça m'a appris, c'est que, et ce que ça me rappelle, c'est que plus tu as un scénario, une histoire forte et solide, plus, et aussi, je pense que Laurent a travaillé pour la télévision et pour TF1, enfin, il était assistant du journal télévisé, donc ce rapport au documentaire, au réel en tout cas,
Et à la domination. Et à la domination peut-être. Mais en tout cas, ce rapport au réel fait que dans ce film-là, il y a des tas de choses qui prennent sens malgré nous à partir du moment où on est disposé à les accueillir. Et cette façon de travailler, cette méthode de travail, de jouer avec le réel, avec tout ce qui fait que les choses sont vraies et dépasse même le fait d'avoir l'air d'être vrai, fait que ça perdure et que ça vous touche. Et moi, ça me touche encore aujourd'hui, et encore plus qu'à cet âge-là, quoi. Bien sûr. La violence sociale, professionnelle, elle reste d'actualité. Enfin, elle est constitutive du système dans lequel les uns et les autres travaillent. Juste alors à l'inverse, pour finir peut-être sur une note un peu plus douce, j'ai lu que, enfin, au moment où le film est sorti, il y a eu énormément de presse sur le film. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette revue de presse ici, à la Cinémathèque, à la bibliothèque. Il y a eu des articles, il y a eu des entretiens, et il y a eu beaucoup d'entretiens réalisés justement avec ces acteurs qui jouaient le rôle de leur vie. Et en particulier la syndicaliste, elle a été interviewée à plusieurs reprises dans différents journaux. Et à un moment, elle parle de cette scène, de la confrontation entre le père et le fils, parce que ce qui la rend violente aussi, cette scène, c'est qu'elle se passe en public. C'est qu'ils sont entourés au moment où ils s'expliquent, ou en tout cas, le moment où le fils engueule le père, c'est sous le regard de sa sœur, c'est sous le regard de la syndicaliste, et enfin les ouvriers sont là, et ça renforce évidemment l'humiliation et la gêne, quoi. Et la syndicaliste qui jouait donc le rôle, je ne sais plus son prénom dans le film, mais qui est son vrai prénom, elle dit, à la fin de la scène, le mouvement qu'elle a vers le père, c'est-à-dire elle lui touche le bras ou elle lui met la main sur l'épaule, c'était pas décidé, c'était pas prévu, c'était pas joué, c'est que ça lui a échappé. C'est-à-dire qu'elle, voilà, Et quand je parlais de l'émotion du père Jean-Claude sur la première prise qu'on fait sur lui, ça a à voir aussi avec le regard. C'est que je pense que jusque-là, il est de dos et donc il se dit bon, on joue une scène, je suis de dos de ça. Quand on se met, l'œil de la caméra se met face à lui et le regarde, et qu'il entend les mêmes mots sortir de la bouche du fils, d'un coup, ça le chamboule, et le côté violent de la situation, des autres qui regardent, grimpe en intensité. Et Laurent, je pense, est conscient de ce que ça mélange, de la fabrication, mais du vrai, et tout ça. Et c'est pour ça que quand je disais, le chef-op dit il faut la refaire, pour Laurent, c'était pas seulement mince, elle est très bonne, on va pas pouvoir l'utiliser. Il va falloir recommencer à faire souffrir. Mais moi, après, comme acteur, justement, sans le citer, je me suis retrouvé sur des films, et un film d'un réalisateur dit réalisateur de films sociaux, et où, à l'inverse, c'est-à-dire que d'un seul coup, je ne pouvais plus, moi, adhérer, même si les films sont sûrement très bien, mais pendant le processus de tournage, d'un seul coup, c'était un discours qui était filmé, c'était plus il y avait plus ces accidents heureux d'une main sur l'épaule pour réconforter. Et c'est là-dessus que ce film est génial, Ressources humaines. C'est qu'on n'est pas dans le discours plaqué, on est vraiment à la lisière d'un truc très rare et très, très, très vrai, quoi, très pur. Bon, mille merci à vous et mille merci à Jalil Lesper et à Gilles Martin. Merci à vous.